Premier ministre en Côte d'Ivoire. Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, Pathé Ndiaye, ancien directeur général du port autonome de Dakar et du bureau organisation de méthode. Il est l'invité de Georges Déthié Diop. Plusieurs sujets, le dialogue national sur le système politique, les institutions et les réformes attendues, la réforme du secteur public, la situation du port autonome de Dakar, la diplomatie, la situation économique et la marche de l'État à l'ère du duo Diomaye-Sonko. Pathé Ndiaye face à Georges Déthié Diop, le grand jury, dimanche 11h10 sur RFM. De la culture poulard. RFM, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, Pathé Ndiaye, ancien directeur général du port autonome de Dakar et du bureau organisation de méthode. Il est l'invité de Georges Déthié Diop. Plusieurs sujets, le dialogue national sur le système politique, les institutions et les réformes attendues, la réforme du secteur public, la situation du port autonome de Dakar, la diplomatie, la situation économique et la marche de l'État à l'ère du duo Diomaye-Sonko. Pathé Ndiaye face à Georges Déthié Diop, le grand jury, dimanche 11h10 sur RFM. Sur le plan diplomatique, à l'heure où on parle, le Sénégal, c'est quoi? Vous avez La radio Futur Média, 10h partout au Sénégal, 10h10, à la technique Abdelkader au micro, Mohamed Ali Mouba, Remi Ménage, qui s'installe pour 50 minutes de débat et d'échange autour des grandes actualités de la semaine. Ce matin, un thème qui dérange, qui questionne, mais qui fait mal peut-être, qu'il faut regarder en face. La diplomatie sénégalaise est-elle en perte de vitesse? Il y a quelques jours, vous le savez, le candidat sénégalais Amadou Hott a perdu la présidence de la Banque africaine de développement, la BAD. Ce n'est pas une simple défaite, c'est une gifle collective, on le dira comme ça. Toute la sous-région ou presque, on le voit, on le constate, a tourné le dos au Sénégal. Même la Côte d'Ivoire, partenaire historique, a soutenu le candidat mauritanien. Et cette débâcle n'est pas isolée. Avant Hott, Augustin Senghor s'est incliné à la FIFA, Ibrahima Sosé Fall à l'OMS Afrique, Abdoulaye Bathily un peu plus tôt à l'Union africaine. La série noire continue. Alors, simple malchance ou symptôme d'un déclassement stratégique, le Sénégal, notre pays, autrefois grande voix de l'Afrique diplomatique, est-il en train de perdre pied sur la scène internationale? C'est une question, nous allons en parler avec deux invités de qualité. Le professeur Ousmane Sène, enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, spécialiste des civilisations et relations, on dira internationales. Professeur, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Très bien. À vos côtés, Mamour Cissé, que vous connaissez aussi, ancien ministre, homme politique, expérimenté et opérateur économique engagé. Bienvenue, bonjour. Alors, très bien. Mais ce matin, nous irons plus loin. Nous parlons aussi de la visite du Premier ministre, Ousmane Sonko, en Côte d'Ivoire, entre diplomatie, symbole et calcul géopolitique. Cette visite intervient, on le sait, après une phase de refroidissement dans les relations entre Dakar et Abidjan. Et là, encore une question. Le Sénégal peut-il encore compter sur ses alliés historiques? Réalignement, isolement, stratégie, rupture, le Sénégal doit-il redessiner sa carte diplomatique? C'est maintenant dans remue-ménage. Alors, le premier sujet, on va l'attaquer. Le premier sujet de ce matin, la défaite du candidat sénégalais Amadou Hott à la présidence de la Banque africaine de développement. Non seulement, professeur Sène, la candidature sénégalaise n'a pas convaincu, mais la sous-région elle-même n'a pas suivi. La Mauritanie l'a importé avec le soutien actif de pays comme la Côte d'Ivoire. Oui, mais bon, est-ce qu'il faudrait en parler comme d'une gifle? Je ne sais pas. Bon, les circonstances peut-être étaient telles qu'on pouvait s'attendre à ce résultat-là, parce qu'une candidature de cette nature-là est quand même portée par le pays. Même si Amadou Hott, dans le cas où il aurait fait candidature à partir de sa propre volonté, une des conditions, c'est que le pays doit porter. Mais justement,
si le pays porte, c'est toute une diplomatie qui se déploie. À un moment, ce n'est pas ce qu'on a vu. On a vu que le oui, Sénégal a essayé de faire ce qu'il a pu. J'en viens là. Par rapport à une équipe qui vient à peine de s'installer, sur le plan diplomatique, à l'heure où on parle, le Sénégal, c'est quoi? Vous avez un jeune président qui n'a pas eu une expérience politique longue ou une expérience même longue des responsabilités administratives au plus haut sommet. Au moment où Hott vient avec sa candidature, il n'y a véritablement pas au Sénégal une voix qui soit suffisamment forte pour se faire entendre, mais dans les salons feutrés d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique et du reste du monde. Donc dans ces conditions, ce poids national-là, que le Sénégal porte cette candidature, ça ne s'est pas fait entendre. Les gens ont fait un mauvais procès. Oui, ils n'ont... Non. Hott lui-même a dit qu'il apprécie l'appui et le soutien que le gouvernement sénégalais lui a apporté. Mais le gouvernement sénégalais a supposé que le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et Diomaye, tous ensemble, aillent faire campagne. Où est-ce qu'ils vont aller? Ils ne connaissaient même pas leurs collègues présidents, ministres qui sont dans la sous-région. Je veux dire, ils n'ont pas eu le temps encore. Professeur, où sont nos diplomates? Quand même, on sait qu'on a eu de grands diplomates, je n'ai pas besoin de citer des noms, ils sont en poste. Est-ce que c'est parce que le casting n'est pas bon, on n'a pas fait le travail de fond, on ne les a pas associés, c'est ça? Mais les diplomates dont vous parlez sont déjà, ils étaient déjà à la retraite. À part peut-être certains représentants, comme ceux qui représentent le Sénégal au niveau des États-Unis et des Nations Unies, que je connais très bien, la plupart étaient plutôt des jeunes diplomates qui n'avaient pas eu le temps de se faire quand même la main, comme les diplomates que vous connaissez, Khan, voilà, tous ces gens-là qui, en Gambie, ont fait des merveilles, etc., etc. Donc vous n'avez pas, si vous voulez, ce Sénégal lourd diplomatiquement qui est derrière la candidature. D'autre part, mais le candidat mauritanien, il a été quand même soutenu par certaines instances. Toute l'Afrique du Nord, tout le monde arabe, tout ce monde-là a été derrière lui. Et la Mauritanie a porté cette candidature très tôt pour pouvoir faire ce qu'il fallait faire avec un président qui en était à son deuxième mandat et qui connaissait ses collègues. Donc le tout mis ensemble, je me dis, on n'avait qu'à dire ce que le Premier ministre a dit. Nous félicitons la Mauritanie et la victoire de la Mauritanie est notre victoire. On verra bien, c'est une défaite quand même, professeur. Alors, Mamour Cissé, en tant qu'ancien acteur du pouvoir, la diplomatie sénégalaise actuelle a-t-elle perdu, je pose la question, a-t-elle perdu les leviers de négociation ou bien manque-t-elle simplement de stratégie? Les deux ne sont pas exclus. Ah oui? Mais pour revenir déjà au propos du professeur, je pense que tout le monde reconnaît effectivement les limites quand même diplomatiques du Sénégal. En quoi? Sur quoi? Sur un certain nombre de choses. Mais avec aussi un handicap, c'est que nos autorités aujourd'hui, comme il a eu à le dire, n'étaient pas expérimentées. C'est fraîchement qu'ils ont quitté la prison pour aller effectivement exercer les plus hautes fonctions de ce pays. Mais le Sénégal, ils n'avaient pas forcément... Le Sénégal est un grand pays de diplomatie. Je peux comprendre, mais je vais en revenir. C'est porté par des gens. Voilà, c'est porté par des gens. Déjà, de ce point de vue, ça posait un problème. Ils n'avaient pas effectivement le carnet d'adresse, ils n'avaient pas cette ouverture au niveau régional, continental, déjà. L'autre chose, mais parce qu'ils avaient ces limites-là, qu'ils devaient compter sur des diplomates expérimentés. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Ensuite, ce que les Mauritaniens ont eu à faire, on aurait pu le faire si effectivement, au départ, cette candidature était réellement portée par nos autorités. Vous doutez de la sincérité des autorités? Pas de la sincérité. C'est au pied levé. Mais on les a vus. Ils ont accepté. Mais puisque c'était un côté parce de Hott. La candidature de Hott, effectivement, s'est annoncée ou s'était pressenti du temps de l'ancien régime. Donc, il y a eu une phase de transition. À ce moment-là, nos nouvelles autorités étaient sur l'expectative. Il fallait qu'ils apprécient, discuter avec la personne. Mais on partait aussi avec des handicaps. On dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Le fait que nos autorités aient pu effectivement donner la réalité aujourd'hui de notre économie, la prédation qui se faisait au niveau les chiffres falsifiés a eu un impact aussi. Parce que ça a pu jouer. Mais les gens ne sont pas des philanthropes aussi. Ils se disent, mais comment prendre
un hôte à la tête de cette structure-là. D'autant que Hôte lui-même faisait partie de... Quand même, tout ça de pose problème l'ancienne et ça fait quelque part désordre. Mais au-delà de tout cela, parce que ce n'est pas uniquement sous le règne de Diomaye qu'on a commencé à sentir la faiblesse de notre diplomatie. Il commence à Souvenez-vous que Bathily n'a pas pu passer. Et c'était qui? Macky Sall. Et on pensait que Macky Sall a fait un canton d'adresse extraordinaire. Donc, il faut en tirer des leçons. Moi, mon problème aujourd'hui par rapport à la diplomatie du Sénégal, c'est par rapport à celle qui gère aujourd'hui cette structure-là. On va y arriver. Ouais. Peut-on parler dès lors d'un isolement de notre pays, du Sénégal, depuis le changement de régime, ou peut-être un peu plus tôt? Manque-t-on de grands réseaux aujourd'hui? Écoutez, une diplomatie, c'est deux positions. Il y a une diplomatie économique, il y a une diplomatie silencieuse, il y a une diplomatie aussi qui se fait sur la place publique. Le soft power. Aujourd'hui, très tôt, nos autorités ont affirmé et affiché leur position par rapport au panafricanisme. Vous l'avez dit à l'entente de vos propos, comment comprendre aujourd'hui qu'un pays comme la Côte d'Ivoire n'ait pas pu soutenir notre candidat. Voilà. Nous partageons la même communauté, la même zone, CEDEAO, UEMOA. La Mauritanie ne fait pas partie de l'UEMOA, encore moins de la CEDEAO. Quoique j'ai entendu dire que l'actuel président mauritanien a discuté avec le président nigérien parce qu'il est question que la Mauritanie réintègre la CEDEAO. Est-ce que ce n'est pas une des raisons qui a fait qu'effectivement, bizarrement, le Nigérien qui nous soutenait, finalement, s'est désisté pour se ranger derrière? C'est ça la diplomatie aussi. C'est ça la diplomatie. Les Mauritaniens aujourd'hui sont agressifs et ils le prouvent et ils le montrent. Ils le démontrent. Parce qu'une diplomatie aussi, c'est aussi par rapport à celle ou celui qui l'incarne. De ce point de vue, la dame, elle peut être aujourd'hui quelqu'un de très expérimenté. On m'a dit que sur les tâches de développement, elle est très à même de pouvoir aujourd'hui gérer et apporter énormément de choses pour ce pays-là. Mais est-ce qu'elle a les compétences et les aptitudes pour pouvoir gérer une diplomatie? Moi, ça me pose un problème aujourd'hui. Je vais revenir à vous, professeur Sen. Est-ce que c'est parce que le Sénégal a dormi sur ses lauriers que c'est arrivé? Je mets sur la balance fortement le fait qu'au moment où cette candidature était mise sur la table, l'équipe qui gouvernait le Sénégal, du ministre jusqu'au président de la République, c'était des gens qui ne faisaient pas partie du paysage politique qu'on a l'habitude de voir, aussi bien en Afrique qu'au Sénégal. Ils étaient tous nouveaux. Et tous nouveaux, sans expérience ministérielle, sans expérience présidentielle. Aucun d'entre eux. Tout à fait. Mais quand vous êtes là où vous apprenez votre travail et que vous avez un dossier qui vient comme ça, mais vous êtes pris au dépourvu. Et ça a fortement pesé. À ce moment-là, vous savez qui était le ministre mauritanien des Affaires étrangères? Quelqu'un qui a l'habitude, quelqu'un qui a vécu à Dakar pendant... C'était le secrétaire général ou le directeur de l'OMS. Voilà. Mais celui-là, sur le plan de la diplomatie, l'OMVS et plein d'autres organisations, mais il savait quoi faire et il était tout le temps dans les avions. Tout le temps. Je suis allé en Mauritanie, je l'ai vu dans un avion. Les gens avec qui je travaillais, rentrant vers l'Algérie, l'ont vu dans des avions. Il était un peu partout et il faisait le travail de terrain. En ce moment-là, ceux qui sont au pouvoir étaient en train d'examiner leur dossier. C'est pas possible. Que le Sénégal ait perdu, si vous voulez, sa position au plan diplomatique, je ne suis pas aussi sûr que ça. Parce que la diplomatie du Sénégal, ce n'est pas seulement le ministère des Affaires étrangères et le gouvernement. Il y a d'autres instances, il y a d'autres choses qui fonctionnent. La diplomatie, ça peut être la diplomatie académique, ça peut être la diplomatie artistique, ça peut être la diplomatie culturelle. Toutes ces choses-là fonctionnent très bien et vous l'avez vu, le Sénégal et Dakar débordaient d'activités ce mois-ci. Il y en avait tellement qu'on ne pouvait pas répondre à toutes les invitations. Ça se passe où? Ça se passe au Sénégal. Avec quels participants? Venus de l'étranger. Ça aussi, ça compte. Bon, donnons à ces nouveaux maîtres du pays le temps d'apprendre leur métier
Et bon, on verra, d'enfourcher le cheval de Doudou Thiam, le premier diplomate du Sénégal qui a construit la diplomatie du Sénégal avec Senghor. Ils ont encore le temps, mais il faut qu'ils se dépêchent aussi. On verra bien. Alors, Mamour Cissé, le Sénégal a-t-il toujours su jouer collectif dans les arènes, on dira, panafricaines? N'est-on pas victime, quelque part aussi, on le dit, de notre orgueil ou de la candidature, on dira peut-être un peu mal préparée? Mais je pense que pour la deuxième mal préparé, il y en a eu. Mais ensuite... C'est le gars de Augustin Senghor aussi qui a perdu, voilà. qui n'a pas réussi à intégrer. Est-ce que vous savez une chose? Ce deal, c'est en Mauritanie, l'affaire Augustin, l'affaire de la FIFA. Le deal, ça s'est fait en Mauritanie. Alors, quelque part... Sous notre barbe. Ben oui, c'est-à-dire, on a toujours été les précurseurs dans beaucoup de choses. Absolument. Mais aujourd'hui, je suis désolé de constater que la Mauritanie est en train aujourd'hui... dans la sous-région, hein? Alors que c'est un pays de 5 millions d'habitants. Ils n'ont pas aujourd'hui une activité économique qui soit au top. Je ne le vois pas. Nous sommes, nous, 16 à 17 millions d'habitants. 18 peut-être même. Notre activité économique mais n'est pas semblable aujourd'hui à ce qui se passe en Mauritanie. Et même sur le plan sportif. Bon, alors comment comprendre aujourd'hui, effectivement, cette agressivité aujourd'hui de la diplomatie mauritanienne? Bon, quelque part, c'est aussi le choix des hommes. Il en a parlé tout de suite, le ministre des Affaires étrangères mauritanien qui est partout, qui l'a préparé. Mais ensuite, on a suffisamment contemplé le monde. Ce dont il s'agit maintenant, c'est de le transformer. On est là, un État, c'est une continuité. Ce que nous attendons effectivement de la part de nos dirigeants, c'est effectivement qu'ils sachent raison garder et qu'ils commencent. C'est de ce point de vue que j'encourage ce qui est en train de se passer. La visite de travail de Ousmane Sonko en Côte d'Ivoire. Nous allons y arriver. Mais c'est une excellente chose. C'est comme ça qu'il doit faire. Le principe, c'est de travailler avec des démocrates, parce qu'ils ont été élus démocrates. Mais les putschistes, quand même, il faut les prendre avec des pincettes. Mais justement, ça c'est important qu'on le dise. Mais les premières mesures qu'ils ont données, c'était le Mali, Assimi Goïta. Vous avez vu qu'il a voté pour le candidat. Mais justement, la question que j'allais vous poser, le Niger, Ousmane Sonko et Diomaye Faye ont passé une bonne partie de leur temps, en tout cas, à aller parler à ces putschistes. Or, on l'a vu. Les gens ont tous voté contre le candidat sénégalais. Mais on ne prend pas au sérieux nos autorités. Mais je ne comprends pas. Parce que comment comprendre que quand le Premier ministre est allé au Mali, venant du Rwanda, il fait une achat là-bas. Le Boubei Maïga s'est permis, devant notre Premier ministre, à stigmatiser la démocratie sénégalaise pour dire que c'est une démocratie de façade. Choguel Maïga. Ce Premier ministre sectaire-là, bête et méchant, qui a une haine viscérale vis-à-vis du Sénégal. Il n'a pas manqué de dire aussi, oui, entre les relations du Mali et du Maroc, mais aucun pays au monde, plus particulièrement en Afrique, ne peut être à ce niveau-là. Aujourd'hui, il n'est plus avec la junte. Mais c'est pour dire, mais quand il a eu à dire cela, et ce n'était pas n'importe qui, Choguel Maïga, à ce niveau-là, mais il a dénoncé notre démocratie, pour dire que c'était une démocratie de façade, qui a élu les Diomaye et Sonko. Devant Ousmane Sonko lui-même. Oui, ça c'est une insulte quand même. C'est une insulte. Bon, pour quelle raison il n'a pas voulu répondre à ce type-là, je ne sais pas. Mais c'est les conséquences de tout cela. Assimi Goïta, mais jusqu'à preuve du contraire, avait de bonnes relations avec Ousmane Sonko. Comment comprendre aujourd'hui que notre candidat, surtout qu'on le veuille ou non, ils sont sortis de la CEDEAO, mais ils sont toujours membres de l'UEMOA. Ils n'ont pas voté pour nous. Professeur, donc, pourquoi la sous-région n'a pas voté pour nous? Ben, parce que, à nouveau, les Mauritaniens se sont préparés bien à l'avance. Écoutez, le premier à vous dire je suis candidat est le premier auquel vous allez répondre. Oui. Si vous donnez votre parole, vous donnez votre parole et puis c'est terminé. Donc, parce que c'est Ousmane Sonko qui est parti au Mali. Hein. Oui. Donc ça ne se compare pas. Moi, je crois que, bon, je voudrais quand même toujours croire que la diplomatie sénégalaise est toujours fonctionnelle et il y a beaucoup de secteurs dans lesquels c'est toujours fonctionnel, mais il faut quand même que les dirigeants prennent du poil de la bête, et prendre du poil de la bête, ça demande un peu de temps. Mais peut-être que dans la deuxième ou troisième année, ils seront en vitesse de croisière et à partir de ce moment, la machine fonctionnera. Mais il n'y a aucune diplomatie qui puisse se faire sans les hommes et les femmes. C'est un visage
qui vous regardent, c'est des yeux qui vous regardent, mais c'est une bouche aussi qui vous parle. Ouais. De ce point de vue, tous ceux qui ont porté la diplomatie sénégalaise au niveau de la présidence comme au niveau des ministères ont été des gens qui étaient suffisamment visibles pour qu'on puisse les écouter. Qu'est-ce qui a permis donc à l'ancien président de se dire comme ça, hein, je vais aller tailler barbe avec Poutine et Zelensky. Mais vous me comptez. Et ça s'est passé, et ça s'est très bien passé, parce que celui qui l'a fait, à nouveau, ayant été Premier ministre, étant venu président deuxième mandat, mais il a eu le temps de se faire quand même du poil de la bête, reconnu un peu partout, connu par tous les présidents, et à partir de ce moment, le respect vient. Mais je suis désolé, moi je ne voudrais pas trop condamner la nouvelle équipe. Ils n'ont pas eu le temps de se faire. En plus de ça, ils étaient d'illustres inconnus avant. Sauf que c'était les membres de l'opposition qui secouaient le pays. Ça, tout le monde le savait. Oui. Mais ils n'étaient pas connus en tant que Premier ministre et Président de la République. C'est deux visages totalement différents. Et à partir de ce moment, étant peut-être pas des gens qui sont peut-être des illustres inconnus visitant la maison pour la première fois, les gens n'ont peut-être pas assez bien pris, sérieusement pris cette candidature. Moi, c'est la seule explication que je donne. Mamour Cissé, et on va boucler sur la jeunesse de nos autorités aussi en plus peut faire peur. Et je oui pense que, oui, ça peut faire peur, surtout au niveau de la sous-région, parce que quand même, la moyenne d'âge des dirigeants politiques et administratifs sont aujourd'hui au minimum d'une 60aine d'années. Oui, donc, quelque part, par rapport à des jeunes de quoi, 35 ans, 40 ans, ça peut faire peur. Ensuite, le discours aussi, et beaucoup de choses qui se sont passées. Mais encore une fois, si l'ancien régime... nationaliste quelque part. Et si Macky Sall a pu effectivement rencontrer Poutine et autres, Zelensky, etc., c'est parce qu'aussi derrière, il y avait une cheville ouvrière qui travaillait. On avait de bonnes intelligences au niveau de la diplomatie, mais ensuite, autant que faire se peut, on a mis l'accent sur des cadres incolores et inodores. Ça aussi, c'est important. On ne peut pas, parce que vous avez gagné, venir prendre un pouvoir et gouverner et gérer avec les gens qui n'ont pas forcément les profils qu'il faut. Vous voulez dire qu'on a chamboulé le ministère, on a mis des politiques à la place, des diplomates? Bon, pour le cas d'espèce, mais j'ai vu qu'effectivement, au ministère des Affaires étrangères, on est en train aujourd'hui de promouvoir des gens du métier. L'essentiel aujourd'hui des consulats qui se trouvent en Europe, par exemple, sont gérés aujourd'hui directement par des diplomates chevronnés. Oui, ça c'est une bonne chose. Mais au-delà de tout cela, dès l'instant que c'est des domaines réservés, il y a la prégnance et l'empreinte de la présidence de la République sur tout cela. Et sur le choix aussi, des gens qui doivent gérer tout cela. Oui. Encore une fois, moi je reste sur ma faim par rapport à celle qui dirige aujourd'hui notre diplomatie. Je le dis honnêtement. Elle avait la possibilité aujourd'hui d'aller à au ministère de l'économie. Il y a énormément de postes où elle peut briller et nous donner tout ce que nous voulons. Mais en matière diplomatique, je dis que je reste sur ma faim aujourd'hui au Sénégal. Alors, donc, on va avancer, mais au-delà, évidemment, des scrutins et des postes, c'est toute la stratégie d'influence de notre pays qui semble en mutation. Et justement, le déplacement du Premier ministre Ousmane Sonko en Côte d'Ivoire, cette semaine s'inscrit, on le sait, dans ce contexte particulier, une visite à haute portée symbolique, mais aussi une tentative peut-être de réparer une relation stratégique qui s'est distendue, alors que Dakar, on le sait, est désormais perçu, en tout cas perçu, comme plus proche du bloc de l'AES, les États du Sahel. Cette visite peut-elle rétablir des ponts avec Abidjan, professeur Ousmane Sène? Oui, n'oublions pas l'âge du président ivoirien comparé à l'âge des deux dirigeants sénégalais. Il y a là un conflit de générations et ces dinosaures de la politique qui ont plus de 60 ans, 70 ans, mais comment ils voient un peu ces deux jeunes-là qui ont tout perturbé au Sénégal? Est-ce qu'ils ne peuvent pas avoir peur en pensant à leur propre jeunesse? Ça, c'est une grande question quelque part qu'il faut étudier. D'autre part, n'oublions pas non plus que les relations entre la Côte d'Ivoire
et le Sénégal n'ont pas été un long fleuve tranquille. Okay. S'il y a deux présidents avec lesquels Senghor avait quelques bisbilles ou des problèmes, c'était le président Sékou Touré, mais aussi le président de Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens qui disent que, oui, mais la sous-région, nous là, on ne va pas nourrir la sous-région parce que le cacao de la Côte d'Ivoire, comparé à l'arachide du Sénégal, ça faisait pas, il n'y avait pas photo. Il n'y avait pas photo. Mais vous faites quand même être un dirigeant très ouvert, hein? Et Houphouët-Boigny avait aussi, bien que normalien d'école normale William Ponty, il avait aussi quelque part le faible et le complexe de Senghor. Mais j'ai moi-même dans mon bureau une belle photo de Senghor en tenue baoulée lorsqu'on en a fait un prince baoulé et sous Houphouët-Boigny. Ousmane Sonko d'ailleurs, qui en a fait porter cette tenue. À la fin, vraiment, il y a eu de très bons rapports. Oui. Bon, le conflit qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, Gbagbo, l'ivoirité, ça a compliqué la situation. On ne lisait pas beaucoup, très bien, mais entre Ouattara et Abdoulaye Wade. Et avec Abdoulaye Wade aussi, c'était très bien. Maintenant, c'est une très bonne chose. Même sous Macky Sall, c'était bien. Hein? Même avec Macky Sall, c'était bien. Non, c'était très bien. C'était même plus que bien. Oui. Maintenant, que Sonko y aille, c'est bien, et aussi ça entre dans la trajectoire de ce qu'ils déterminent comme leur politique. L'intégration sous-régionale et l'intégration régionale. Ce qu'ils disent, c'est produisons ce que nous mangeons et mangeons ce que nous produisons. Illustration, si vous prenez le bauxite que vous avez à Conakry, vous mettez ça avec l'énergie et le gaz du Sénégal et vous amenez d'autres ingrédients, par exemple de la Côte d'Ivoire, mais vous mettez sur le marché des produits qui fassent que nous n'avons pas à les importer de l'Europe. Donc, qu'il aille là-bas et qu'on discute commerce, on discute économie, on discute intégration, c'est une excellente chose. Professeur, alors, cette visite intervient, on le sait, après une série de signaux plus ou moins tendus. Alors, est-ce que c'est une visite pour tenter de sauver les meubles ou poser de nouvelles bases, selon vous? Ben, j'imagine que c'est une nouvelle base, c'est une nouvelle équipe avec de nouvelles idées. Ça va être de nouvelles bases. Ils ont dit que le niveau des échanges commerciaux faible, entre le Premier ministre l'a dit, et le Sénégal est à un 107 niveau milliards. très faible. Ouais, très faible. Et qu'il faut travailler à renforcer ça. Alors que la Côte d'Ivoire est la locomotive. Ben oui, mais et le Sénégal vient après la Côte d'Ivoire. Absolument. Voilà, donc ce que la Côte d'Ivoire exporte, qu'elle exporte en priorité par rapport au Sénégal et que le Sénégal fasse de même, nous n'avons pas à sauter le reste de l'Afrique pour regarder vers l'Europe. C'est ce que je reprochais aux Sud-Africains. Les Sud-Africains croient que si vous voulez commercialiser les tomates que ces parents-là dans la vallée produisent, si vous les laissez là-bas, une semaine ça va pourrir. Si vous voulez alimenter le marché sénégalais et le marché malien et même le marché sud-africain, il faut des routes. Je crois que mettre l'accent sur le commerce des échanges intra-africains, je crois qu'il est temps de le faire. On ne peut pas passer tout notre temps à consommer du Made in France, Made in USA, Made in European Union. Ça doit s'amoindrir. L'absence, Mamour, si c'est l'absence. Mamour, je vais poser la question. Je finis ma question et ensuite on va y aller. Absolument, c'est ça. L'absence pour l'instant en tout cas, de rencontre officielle entre Ousmane Sonko et Ouattara, c'est pas encore le cas. Est-il le message en soi? Si je pose la question, c'est parce que est-ce qu'il faudrait-il lire d'une certaine façon une forme de méfiance ou de prudence? On voit que Sonko et Ouattara ne sont pas encore rencontrés. C'est la politique qui détermine. Le professeur a eu à dire effectivement que nous devons tout faire pour vraiment combiner les efforts pour que l'économie puisse effectivement démarrer. Mais ce qui sous-tend cette économie-là, c'est d'abord avoir confiance aux partenaires. Ah oui, ouais. S'il n'y a pas de confiance, là pose un problème. Ah ouais. De ce point de vue, si aujourd'hui, et j'ai eu dire effectivement que nous est arrivé souvent de fois d'avoir des tensions de trésorerie sur nos exportations. Si la Côte d'Ivoire est excédentaire, s'il n'a pas confiance en nos dirigeants, pour des raisons purement politiques ou politiciennes, mais ils ne feront pas l'effort. Donc, qu'est-ce qui détermine tout cela? C'est d'abord la confiance. C'est ce point de vue que j'ai dit que le déplacement d'Ousmane Sonko est une excellente chose. Il faut rassurer. Au premier chef, celui avec qui, quand même, celui que tu précèdes. Ouais. Dans le cadre de notre espace UEMOA, la tête de file, c'est la Côte d'Ivoire, ensuite vous.
récemment, pour ne pas le citer, un journal, et pas des moindres, a eu effectivement à dire que sur les 11 pays hyper émergents, mais ils ont mis le Sénégal sur les pays francophones. Ouais. Encore une fois, ils ont parlé de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Bénin. Ouais. Malgré tout ce qu'on en dit, on est sur la gouvernance. Les gens l'apprécient et saluent. Parce que c'est des critères qui déterminent l'engagement et la confiance que Jean Oupoula. Alassane Ouattara, c'est un autre âge, mais il est là, il est puissant, il a des connexions. Très. Je suis obligé de faire un peu de digression. Je vous dis une chose, il se prépare quelque chose aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire, le Maroc, la France et la Mauritanie. Que la base militaire française qui était là au Sénégal soit affectée en Mauritanie. Ah oui? Mais c'est de la politique, c'est de la diplomatie, ouais. C'est la géopolitique. Alors, si la confiance, et je pense que Sonko commence, ça me rassure aujourd'hui, de voir effectivement qu'il est en train de porter l'habit maintenant d'un Premier ministre. Il n'y a pas de politique en dehors des règles. Ce n'est pas avec de l'émotion qu'on gère à ce niveau de responsabilité. Qu'il soit allé en Côte d'Ivoire est une très Sur quoi devrait-on échanger du point de vue économique selon vous? Avec la Côte d'Ivoire? Oui. Énormément de choses, il a dit. Chocolat. Mais la transformation des produits de base, mais ensuite, mais souvenez-vous, à un moment, quand la bourse régionale de valeur qui en Côte d'Ivoire devait être faite ici, parce que la Banque centrale se trouve ici. Ouais. Les Ivoiriens ont dit niet, il leur faut ça. À terme, parce que je ne crois pas, moi, en développement de nos États, si nous n'avons pas notre propre monnaie. CFA est une bonne chose, mais aujourd'hui, nous avons des problèmes par rapport à ce CFA-là. Parce que la convertibilité pose problème. Nous sommes en francs fixes avec l'euro, c'est un problème. D'autre part, le commerce que nous faisons entre nous mais est un épiphénomène par rapport à tout ce que nous devons faire. Donc, je pense que c'est des bases. Ce que nous pouvons faire avec la Côte d'Ivoire, c'est énorme. Certains l'ont compris, surtout la communauté libanaise qui était au Sénégal et qui est en train aujourd'hui de s'expatrier là-bas. Parce que, mais sur l'agriculture, ils ont des terres fertiles. Mais avec un avantage, c'est qu'ils ne sont pas en train aujourd'hui de brader leur domaine foncier. Les critères essentiels aujourd'hui au Sénégal, c'est de reprendre la réforme foncière au Sénégal, surtout le foncier rural, pour ne plus permettre à ce que des étrangers aient des 185 000 hectares au Sénégal. Vous connaissez des entrepreneurs économiques qui ont délocalisé, qui sont allés en Côte d'Ivoire, dans la sous-région? Il y en a. Dans quel domaine? L'impression, sur l'agroalimentaire, l'eau, sur... Oui. Il y a des Sénégalais qui sont là-bas. Et qu'est-ce qui le justifie? Ils créent des entreprises. Pourquoi ils ont délocalisé? Mais parce que c'était plus attractif pour eux, quelque part. Parce qu'au départ, ils pensaient que... Mais c'est la raison pour laquelle je pense qu'il ne faut pas aller sur des décisions pareilles par rapport à de l'émotion. Parce qu'en politique, hein, je l'ai dit tantôt, c'est les réalités qui déterminent nos comportements. Des gens qui avaient peur, qui disent que Béni c'est des panafricanistes. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est certain? Et on risque d'avoir un État de fiscalistes, etc. Ils quittent. Parce que aussi, ce qu'on avait dépeint en économie, les finances n'étaient pas bonnes, Ils ont eu raison de partir? Vous qui économie, je pose la question à l'entrepreneur. Par rapport aujourd'hui aux actes qui sont posés, oui. La perspective 2050 a aujourd'hui des soubassements extraordinaires. On est en train aujourd'hui, sur le plan purement financier, la reprise et l'éventuelle acquisition de la Société Générale serait une excellente chose pour nous. Le fait aujourd'hui de mettre au cœur de l'activité économique et des finances notre banque de développement serait une excellente chose par rapport à la PME. 70% aujourd'hui du système bancaire est entre les mains d'étrangers, particulièrement la Côte d'Ivoire, le Maroc et le Niger. Nigeria. Mais il faudra leur imposer quand même des quotas pour le financement de la petite et moyenne entreprise. Parce que l'essentiel aujourd'hui de leurs bénéfices, ils le font chez nous. Pourquoi, au nom de Dieu, on ne leur demanderait pas de faire un effort sur vos fonds propres, sous vos crédits,
40% doit être réservé exclusivement à la PME sénégalaise. La BNDE, qu'on lui donne les moyens de sa politique. La LBA, qui s'occupe aujourd'hui du financement de l'agriculture, mais qui a aujourd'hui des difficultés. Parce que elle prête à 2 chiffres. Dans une campagne agricole où il y a de l'incertitude, comment peut-on accepter effectivement qu'une banque puisse donner des taux à 2 chiffres? Ça, c'est des choses qu'il faut voir. Oui, c'est lourd. C'est très lourd. C'est autant de raisons qui ont fait effectivement que certains sont partis. Mais par rapport aux actes qui sont posés, et comme le dit le professeur, jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons aucun intérêt aujourd'hui à ce que ce nouveau régime-là tombe. Il faut créer les conditions pour les aider, alors, les accompagner. Le Sénégal a levé sur le marché sous-régional 196 milliards, 60% prêtés par la Côte d'Ivoire, selon Pape Malick Ndour de la paire. Sommes-nous sous perfusion ivoirienne? Non, pas sous perfusion, parce que c'est des problèmes d'intérêt. Hein. Donc, les taux sont intéressants, ils ne sont pas philanthropes. Quand ils ont des argent, c'est parce qu'ils y trouvaient leur compte. Est-ce que ce n'est pas au détriment du Sénégal? Parce que quand vous empruntez au-delà de 4-5%, ça devient effectivement inquiétant. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas comprendre. On dit que oui, les Fonds monétaires, Banque mondiale ne sont plus là, mais on reste debout. Non. C'est ce que le Premier ministre a dit. Je ne suis pas d'accord. On fait partie intégrante de ces espaces multilatéraux. Donc, il faut aller chercher cet argent-là parce que c'est avec des taux concessionnels. Mais ensuite, si aujourd'hui le Luxembourg ou la Suède ou l'Allemagne veut venir au Sénégal, mais ils demandent d'abord l'accord aussi du Fonds monétaire de la Banque mondiale. Si aujourd'hui vous avez des hostilités avec ces pays-là, ils ne viendront pas. Et tu risques effectivement d'être financé tout le temps par des fonds vautours. Et les fonds vautours, c'est 7%, c'est 10%, c'est pas bon. Sur des délais trop courts. C'est pas bon. Donc, il faudra qu'on priorise simultanément nos efforts et nos actions avec les multilatéraux, Fonds monétaire et Banque mondiale, mais ensuite essayer de nous diversifier. Sur la Côte d'Ivoire, parce que c'est eux qui sont là, mais tu n'as pas entendu effectivement les pays de l'AES là-dessus. Ce n'est ni le Mali, encore moins le Burkina Faso, à plus forte raison du Niger. C'est encore une fois la Côte d'Ivoire. Donc, nous devons avoir des relations particulières avec la Côte d'Ivoire. Comment sortir de cet endettement à court terme? Mais qui n'est pas forcément profitable. C'est pas profitable. C'est pour ça, c'est-à-dire être réaliste. Être réaliste, c'est dire, écoutez, les États n'ont pas d'amis, mais des intérêts. Et je vais chercher mes intérêts là où ils se trouvent. Surtout que quand même, j'ai été très bien élu. Mais ça, c'est quoi? Rassurer encore les multilatéraux, rassurer d'autres partenaires, aller voir tous ces gens-là, d'abord le Moyen-Orient, parce qu'il y a énormément de ressources là-bas. Mais le développement aujourd'hui du Maroc, mais c'est essentiellement dû au financement incommensurable qu'ils reçoivent des pays du Golfe. Ouais. Le Maroc est en train de changer. Pourquoi? Parce qu'il bénéficie aujourd'hui de financements appropriés et à des taux concessionnels. J'attends de nos dirigeants qui puissent aller au Qatar, en Arabie Saoudite, mais partout au Moyen-Orient, mais en Asie du Sud-Est, diversifier notre partenariat, mais ne pas aussi couper court à nos relations avec la France. Alors, professeur, très bien, le fait d'aller régulièrement lever des fonds, on l'a vu, 196 milliards, dernièrement après 60 milliards, si je ne m'abuse, cela suggère-t-il des finances publiques? Oui, pas nécessairement. Et je crois que Mamour, qui est plus économiste que moi, a très bien répondu à ces questions. C'est les États-Unis. Si les États-Unis ont besoin d'aller emprunter, à plus forte raison, un pays comme le Sénégal. En fait, l'Organisation du commerce mondial fait que quel que soit le pays, même les pays les plus nantis, il faut qu'ils s'endettent pour pouvoir continuer et évoluer. Que l'on puisse aller nous endetter, c'est une très bonne chose. Ça veut dire au fond que le Sénégal n'a pas... s'endetter pour payer des salaires. Non, on n'en est pas encore là. Je crois que bon... non. Alors, de ce point de vue... On s'endette surtout pour le fonctionnement. D'accord. Mais quand même, reconnaissons ceci au Sénégal. On n'a jamais eu un mois
où le gouvernement du Sénégal n'a pas payé les salaires. Mais généralement, c'est tendu, hein, depuis quelques ans. Oui, mais c'est tendu. c'est tendu. Pendant la sécheresse, c'était... Mais nous, on avait peur quand Ousmane Sonko nous faisait certaines annonces par rapport à la dette, par rapport à des choses, par rapport à des magouilles. On se disait, bon, mais finalement, à la fin du mois, on ne risque pas d'être payé. Vous vous rappelez aussi quand Abdoulaye Wade disait à Macky Sall que, bon, peut-être dans 2 mois, tu ne pourras pas payer les salaires du Sénégal. Bon, quand même, on a été sauvés de tout cela. Est-ce que c'est tendu? Non, je ne crois pas. Au rythme où l'administration fonctionne, je crois que s'endetter, c'est un processus normal au niveau de l'économie mondiale et que, bon, le Sénégal est en train de le faire et en plus est en train de poursuivre la réalisation de beaucoup de ces grands projets. J'ai appris que cette autoroute-là qui va jusqu'à Kaolack continue et on est en train de poursuivre le travail résolument. Mais le financement a été bouclé, sinon voilà, les investissements de la Sénélec continuent. Donc, tant que ces gros investissements dans les grands projets continuent, on ne peut pas dire que le Sénégal est en rupture est en cessation de paiement. Je crois non, que... non, on est loin de ça. Ah ben voilà. Mais ce qui est important, Mamour Cissé. qu'on s'endette, mais il faut l'adosser sur quelque chose. C'est-à-dire, s'endetter pour aujourd'hui, comme disait Abdoulaye Wade, payer des bourses avec une jeunesse consciente. Aujourd'hui, s'endetter pour effectivement relever le plateau technique médical, les forces de défense et de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes entre une ceinture de feu où effectivement l'impact des djihadistes risque effectivement de se faire menaçant. Ils sont à Caille. Ils sont à Caille. À quelques kilomètres. Donc, ce genre d'investissements sont Sénégal, importants. Pour autant, effectivement, que tu puisses avoir à l'intérieur de ton pays une activité économique saine, sous-tendue par tout cela. Parce que la croissance, ce n'est pas l'État. À moins qu'on nous fasse du keynésianisme pur et dur. Mais sinon, c'est les entreprises qui créent de la richesse. Des difficultés aujourd'hui assez particulières. Donc, parlez-en un peu, dites-nous, vous qui êtes opérateur économique. L'idéal aujourd'hui, c'est quand même qu'on puisse s'endetter à des taux relativement raisonnables. Si on ne le fait pas, bonjour les dégâts. Parce qu'il y a des actes, pour différentes raisons, j'en ai parlé tout à l'heure en entendant mes propos, si on ne peut pas maîtriser certains dérapages budgétaires, ça risque d'impacter sur les générations à venir. Regardez, on en parle, le pétrole et le gaz. Mais les contrats n'étaient pas bons, il faut qu'on le dise. Ce nouveau régime a hérité de contrats graves, gravissimes. Ce que nous voulons sur le pétrole et le gaz, on risque d'avoir les routes. Alors donc c'est très difficile, ce qu'ils ont trouvé. Cette année, la Tabaski intervient dans un climat économique morose, on le sait, on vient de lire. Comment, Mamour Cissé, les Sénégalais s'y préparent-ils concrètement? C'est difficile, parce que d'abord, l'activité économique est au ralenti. Partie de ceux qui disent qu'il y a stagnation, non, c'est au ralenti. Le pouvoir d'achat pose problème. Regardez aujourd'hui, il y a des gens qui vendent de l'eau dans la rue. D'abord, sur le plan hygiène, cela pose un problème. S'ils vont jusqu'à maintenant vendre leur eau dans la rue, c'est parce qu'il y a un problème. Mais les grands centres de distribution, les supérieures, les supermarchés, allez-y. Ils vont vous dire effectivement que... Oui, l'activité ne bouge plus comme il se devait. C'est dû à quoi? Et c'est parce que quelque part, les gens n'ont pas effectivement les disponibilités qu'il faut. Pourquoi ils ne l'ont pas? Pour différentes raisons. La fiscalité sur aujourd'hui le port. Ah oui, c'est un peu tendu là-bas. Ah oui. Vous qui êtes opérateur économique. C'est un peu tendu, les gens le disent, les opérateurs économiques le disent. C'est la raison pour laquelle je ne comprends pas direction générale puisse avoir le temps de parler, de faire que de la politique. Au contraire, ce qu'on attendait de lui, qui prenne l'avion ou le train pour aller à Bamako, pour aller au Burkina Faso ou à Ouaga, avant que les Marocains, le roi du Maroc a reçu les 3 ministres des Affaires étrangères de l'AES, en leur disant que je vais créer un couloir du corridor, je vais créer les conditions pour que vous puissiez avoir accès à l'océan. Faut Niasimbe, il est même question qu'il intègre l'AES, parce que simplement, il veut effectivement faire bénéficier son port. Mais qui mieux que nous? On est à moins de 1000 km de Caille, du Mali. Vous voulez dire que notre port... Ben oui, c'est la raison pour laquelle on lui demande quand même de faire son job, sinon il n'a qu'à démissionner. Qu'on nomme quelqu'un d'autre.
qui a le temps de s'occuper du port. Lui, il va aller Mais faire c'est pas ce qu'il politique. dit. Il dit, il fait son travail, le port Enfin. marche bien, c'est ce qu'il dit. C'est pas ce que disent les opérateurs économiques, en tout cas. Ah, mais je pose la question parce que vous êtes opérateur économique. Oui, mais je l'ai dit. J'ai dit, c'est pas ce que disent les opérateurs économiques. Allez au port. Au ralenti, c'est compliqué, c'est quoi hein, Ah, mais concrètement? Mais je vous l'ai dit tout à l'heure. La fiscalité. Toi aussi, on doit te critiquer. Tu es féru d'économie et l'économie a bouffé toute notre émission. Alors, professeur, Je j'aimerais bien que vous nous parliez un peu de la tabasquée, cette inflation aussi sur les bases hein, qui pèse d'une certaine façon sur les ménages. Quel signal le gouvernement envoie-t-il face à cette situation? Vous sentez que l'État est suffisamment préparé pour faire face? Oui, mais bon, c'est des problèmes qui étaient là sur lesquels on a fait des promesses. C'est pour ça que, Mamour, un homme politique comme vous, j'apprécie beaucoup parce que c'est très mesuré et bon, ça tient un discours positif, mais la surenchère risque de vous retomber sur la tête. Les Sénégalais ne sont pas mieux lotis par rapport à ce qui était là il y a un an ou un peu plus d'un an. Et quand vous regardez la rue d'ailleurs, vous vous inquiétez. Il a raison. Ces colporteurs de sachets d'eau, non pas que ce soit un phénomène nouveau, mais regardez les artères de Dakar à partir de 17h, l'heure à laquelle vous avez beaucoup de véhicules. Pratiquement à chaque véhicule sont vendeurs. Oui, tout à fait. Tous les gosses là, d'un certain âge, 20, 25 ça me ans, désole, hein. ils Ça deviennent m'attriste. tous vendeurs et ils sont beaucoup trop nombreux. Beaucoup trop. Alors, mais ça c'est inquiétant. Hein? Oui, ça, honnêtement, c'est le inquiétant. décrochage scolaire. Mais oui, et les éleveurs là, qu'on a vu dans quelques foirailles là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, mais les moutons sont là, on les a montrés, certains sont bien dodus. Oui. Et la bourse d'animaux pourra peut-être les acheter, mais ils se lamentent. Ah, ils n'ont pas vu acquérir. Hein. On est à moins d'une semaine. On est à moins d'une semaine et ils disent jusqu'à présent. 5 jours. Oui, à 7 jours. Et Ça ils ne vend disent, pas, hein. les acheteurs se font désirer. Oui. Ils ne viennent pas. Alors, Et il y a beaucoup de moutons, hein. ils disent, J'en ai vraiment. Ils ne comprennent pas. Le président de l'association des éleveurs, c'est donc des gens qui connaissent le marché, qui connaissent tout. Ils disent, ils sont déboussolés, ils n'arrivent pas à lire la situation. Et il fait même des spéculations. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà acheté, qui ont laissé ça avec l'éleveur pour qu'il les garde, mais en tout cas, ils ne voient pas foule. Alors, on va attendre jusqu'à un jour avant la tabasque pour aller acheter. Ça, je n'en sais rien. Mais il y a suffisamment de moutons sur le marché, mais il y a très peu d'acheteurs. Est-ce que Ali Mouti a déjà acheté ton mouton, toi? Pour le moment. Bonne question. On verra bien. Alors, il m'a posé la question. On verra bien. Moi, en tout cas, j'ai donné une avance confortable. Il me suffit de me débrouiller pour pouvoir Ah, c'est le Sérère qui parle, lui, il a déjà géré. Mais non, mais il y a des signes dans la rue là. Hein. Non, honnêtement. C'est inquiétant, Mamour, oui, pour Tabaski, moi, je prends, Morose. parce que moi, vous savez, je suis aussi au cœur de l'activité économique, centre commercial et centre de gare. C'est le cœur. J'ai le cœur de vraiment. Des fois, c'est pas rassurant. C'est-à-dire Non, c'est pour ça que je dis. Là, c'est un autre signe, les tailleurs. Expliquez-nous, on veut comprendre. Non, Les auteurs veulent comprendre. Expliquez-nous un peu. C'est très sérieux. Et en quoi? Ils se sont vraiment équipés. Ils se sont dotés de marchandises, préparant concrètement la tabaski. Mais c'est les clients qui font défaut. Ils ne viennent pas. Même les dames? Manel, ils ne viennent pas. Toute contenance pour ils ne viennent pas. Il y a eu des gens qui ont fait des tenues qui vendent pour les gosses à des prix défiant toute concurrence. Mais j'ai vu quelqu'un qui a un stock fou aujourd'hui qui ne peut pas vendre. Et c'est des tenues 3 pièces à la Sonko ou à la Diomaye. C'est ce qu'ils portent là. Pour les enfants. Mais préfa. Mais ils ne trouvent pas de clients. Mais Alimou. Pour 7000 francs. Alimou, il y a deux choses. Est-ce que... Professeur Ousmane Sène. Oui. Est-ce que si tu vas au marché Castor là, pour acheter ce qu'on appelle légumes, est-ce qu'on constate que les prix ont baissé réellement? Est-ce que si vous allez prendre votre kilo de riz, est-ce que vous constatez que les prix ont baissé de manière substantielle? Ça, c'est des questions que je pose sur la table.
est-ce qu'au-delà, si vous voulez, du gouvernement et des fonctionnaires, les autres entreprises payent correctement et régulièrement les salaires? Est-ce que le poids de l'électricité, le coût de facture est un problème? L'eau, à la limite, c'est raisonnable. Mais la facture d'électricité et le prix du carburant, tout ça, vous mettez ça ensemble, vous défalquez ça de votre salaire, vous avez beau avoir une avance de tabaski, mais ça va être difficile pour que vous vous en sortiez. Vous voulez dire, professeur, que le Sénégal, en tout cas, le Sénégal a perdu son pouvoir d'achat? Ah oui, mais là où on avait les thieboudiennes qui faisaient que bon, mais vos mains et vos lèvres étaient toutes huileuses, on n'est plus à ça. Et je crois que, moi, je dis, on n'a qu'à juger par les images qu'on voit dans la rue. C'est ordre de jeunes qui croient qu'ils peuvent s'en sortir. Qui vendent des namaras et des Kleenex dans la rue. Alors, quand vous avez ça, et le nombre augmente. C'est ça. Le phénomène, il est là. Mais les gosses qui sont derrière ces phénomènes-là, le nombre augmente de manière exponentielle. C'est un mauvais signe. Absolument. C'est un mauvais signe. Et alors, à partir de ce moment, si vous avez un nombre élevé de cambriolages, comprenez pourquoi ça existe. Ah, mais c'est tout ça est lié. Et puis des cambriolages violents. Mais oulala, la violence a décuplé. Il y a des gens qui n'ont plus peur de rien. Et puis les entreprises sénégalaises, vous m'en parlez tout à l'heure. Les entreprises sénégalaises aujourd'hui peinent par rapport au coût de facteur. L'électricité coûte très cher. Et des fois, elle n'est pas de bonne qualité. Comment comprendre aujourd'hui au Sénégal qu'on soit à 170 kilowattheures? Alors que dans la sans compter les forfaits. La Côte d'Ivoire, sur ta facture, il y a systématiquement 500 000 francs CFA. C'est-à-dire que tu consommes ou que tu ne consommes pas, tu payes 500 000. Et le kilowattheure coûte très cher. Comment aujourd'hui combiner tout ça, les coûts de facteur, le personnel, mais ensuite le pouvoir d'achat qui pose problème? Mais même le Premier ministre, il l'a dit, c'est un scandale que l'électricité coûte aussi cher. Le Sénégal est parmi les 3 premiers pays du monde, comment comprendre, où l'électricité coûte cher. Mais aujourd'hui, le litre d'essence coûte combien? Je vois 800, non? 800 et l'ordinaire, 800 plus. Le super coûte 900 et poussière. Mais sur la scène internationale, le coût du baril a descendu et aujourd'hui vraiment à des limites extraordinaires. Comment le comprendre? Et l'autre phénomène, on va finir. Pour toujours illustrer par des phénomènes, il y a quelqu'un qui m'expliquait. Je dis, mais comment? Mais je ne peux plus avancer. Il fait, c'est la fin du mois. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Il me dit, de la fin du mois jusqu'au 15 du mois, voilà. Tous ceux qui ont des véhicules, maintenant le 10, à partir du 16, ils gardent leur véhicule. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, ils ne peuvent plus acheter.